Bonjour, bienvenue dans Olatua, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce mois de novembre, toutes les images des compétitions de ces derniers jours en Nouvelle-Aquitaine. Rencontre également avec l'un des entraîneurs les plus prisés du circuit, il s'agit de Didier Peter. Et gros plan sur une discipline très spectaculaire, le wave ski surfing. Mais pour commencer, petit tour sur la planète surf. À la plage, il est quadruple champion d'Europe de skimboard. À la ville, il est l'inventeur du street. Passage très remarqué à Bordeaux d'Adrien Raza. L'immense frayeur de Justine Dupont à Tiopo début octobre, la Girondine frôle le crash avec un bodyboarder. Plus de peur que de mal pour la meilleure surfeuse de grosses vagues de la planète qui a repris ses quartiers d'automne à Nazaré. Hossegor, le cauchemar de Paulinado, la Basque, en lice pour la montée en CT, est éliminé dès le deuxième tour de la Roxy Pro et recule à la 11e place du Challenger Series. Seules les 6 premières surferont dans l'élite la saison prochaine. En 2019, il était le premier Français à remporter la Hossegor Pro. Aujourd'hui, il est un tout récent retraité du circuit international. Hommage appuyé et mérité à Jérémy Flores, le meilleur surfeur tricolore de tous les temps. Deux ans plus tard, un autre Français a failli également s'imposer dans les vagues landaises. Michel Bourrez, battu en finale, remonte à la 19e place du Challenger Series. Le Tahitien devra finir dans le top 12 lors de la dernière épreuve à Hawaï pour rester dans l'élite. Les championnats de France au Sable d'Olonne, en Vendée, la reine du longboard, c'est Alice Lemoigne, championne du monde il y a 2 ans. La réunionnaise décroche le titre national. Chez les hommes, Édouard Del Perro régale, le biarro d'adoption, vainqueur d'une épreuve du Tour mondial en Californie cet automne, décroche son 6e titre national. Bonjour Charlie Puyot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes une des grandes figures du surf ici à Hossegor. On va commencer par revenir à l'origine. Vous avez fait partie de ceux qui ont surfé les premiers ici. C'était à la fin des années 60 par là. Comment c'était à l'époque? On a commencé en 69, on avait installé le club, le Seabird Surf Club aux Estagnons. Et on n'était pas nombreux, hein. On était au total une vingtaine, une trentaine quoi, sur Seignos, Hossegor, Cabreton. L'esprit était complètement différent. Forcément, il ne s'agit pas de comparer avec aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un autre esprit autour de la pratique du surf. On était considérés un peu comme des nomades, on ne nous considérait même pas comme des sportifs. On était des gens qui allaient sur l'eau, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait, marcher sur l'eau, courir sur l'eau. On adorait le surf, on était fous de ça. On ne le faisait pas parce que c'était du sport, on faisait ça parce que c'était un mode de vie. On avait des camping-cars, on pouvait partir à Mundaka, on pouvait partir même jusqu'à la Fitenia. On partait pour la journée avec le camping-car, manger dessus, on était plusieurs ensemble. Bon, on avait même acheté un camping-car à plusieurs. Alors il y a cette vague ici aussi, hein, dans les Landes, ici à Hossegor ou à Seignos, Cabreton, Oui. pas exactement la même en fonction des spots. Elle est réputée dans le monde entier. Oui. Qu'est-ce qui fait sa particularité à cette vague ici? Seignos, Hossegor, Cabreton, on a la chance d'avoir 3 types de vagues. Une vague qui est extraordinaire, celle de la Gravière et la Nord, avec une puissance et une force, compte tenu que le gouffre de Cabreton est assez proche, et la houle qui déferle, elle arrive avec toute sa puissance. Et ensuite des vagues qui viennent sur Seignos, qui elles, au contraire, vont être sur des bancs de sable et vont vraiment se dérouler
en fonction du banc de sable, soit en forme de droite ou en forme de gauche. Et ce qui fait un petit peu la particularité, cette qualité. Et chaque fois, ça change. Vraiment, on est au centre de la Californie, de l'Europe. La richesse des vagues landaises, à quelques petites dizaines de kilomètres d'ici, il y a aussi la richesse des vagues du Pays Basque. Et là-bas, on se bat pour préserver ces vagues absolument naturelles et pour éviter que ne se produise ce qui est arrivé à la fameuse vague de la barre à Anglette, en créant, pourquoi pas, une réserve mondiale du surf. Voyez ce sujet. De rares images entretiennent la légende. La vague de la barre, le meilleur spot de surf de la côte basque. Elle était devant vous, la vague, là, elle démarrait de là. Et elle se déroulait comme ça. Et là, on se mettait au pic, le premier de mou, il partait. Et allez, on y va. Glacis ou offshore, c'est fantastique, des vagues même à tuber. Aujourd'hui, entre les digues de l'estuaire de l'Adour, de maigres vaguelettes finissent de noyer un mythe. Et malheureusement, petit à petit, au fur et à mesure que la digue avançait, eh ben, le spot a complètement changé, les bancs de sable, et puis ça s'appelle la vague disparue, et ceux qui l'ont connu ont connu quelque chose d'extraordinaire. La puissance de certaines vagues cache en réalité la fragilité de l'écosystème qui les fait naître. Et que serait la côte des Basques, la Fitenia, Parlamentia et tous ces spots mondialement connus sans la qualité de leurs vagues? C'est avec ces enjeux en tête que la Surfrider Foundation veut faire de la côte basque l'une des 10 réserves mondiales de surf. Un statut délivré par l'ONG Save the Wave, permettant plus de considération pour les vagues dans les politiques publiques. Dans toute étude de travaux, quel va être l'impact sur les vagues? Et donc, plutôt que de devoir se battre contre des projets qui risquent de menacer nos vagues, tout de suite, on pourra faire entendre notre voix et dire « faites attention, là, il y a un risque ». Et à analyser ce risque grâce à Save the Wave qui pourrait potentiellement nous donner des supports techniques. La Fondation en appelle aujourd'hui aux meilleurs photographes pour montrer les vagues basques sous leur plus beau profil, car un seul dossier sera retenu. La réponse est attendue d'ici la fin de l'année. Charlie Puyot, il y a aussi la facette directeur de compétition. Ouais. Pendant des années ici à Hossegor. Quel souvenir vous en gardez, vous? C'était très route. C'est-à-dire juste un podium assez simple, et puis petit à petit, c'est grandi, jusqu'à arriver à, à des compétitions qui ont été fantastiques. Je dirais 92, la première victoire de Kelly Slater, 96, Kelly Slater encore qui gagne. Mais Kelly Slater qui gagne en 96, mais avec 11 heures de compétition, commencé à 7h30 le matin, fini à 8h30 le soir, 2-10, 1-9. C'était sur 3 vagues. C'était... Alors là, on pouvait qu'admirer le surf. Et puis on monte de fou à la plage. C'était à l'époque, c'était fin août. Et alors donc, on prenait déjà pas mal de risques. On peut dire qu'il y a eu une année magique 2004 avec Andy Irons qui gagne ici sur des vagues monstrueuses à la nord. On avait installé tout le site à la nord. On prenait un risque monumental. Heureusement, on avait la météo, parce qu'à cette époque-là, les applications sur les iPhones, ça n'existait pas. Donc il fallait téléphoner à la météo à Mérignac. Bon, quelles sont les conditions? Il y a une dépression qui est au large de Terre-Neuve. Alors on imaginait que 3 ou 4 ou 5 jours après, elle allait arriver ici. Alors vite, on installait tout le site à un endroit et on se partait, on prenait des risques monumentaux, mais c'est des souvenirs extraordinaires. Je dirais la victoire après, 20 ans après sa première victoire de Kelly Slater ici, en 2012. 2020 ans après, il faut s'imaginer, je sais pas, Yannick Noah qui gagne Roland Garros encore en 2013. Non. 20 ans après, c'est énorme ce qu'on a eu, énorme. On a eu des vagues magnifiques pendant toutes les années. On a toujours réussi à finir, ce qu'il y a par rapport aux autres épreuves, on a toujours réussi à finir les épreuves, compte tenu de la diversité de vagues qu'on peut avoir sur ce champ entre Cabreton, Hossegor et Seignos. Le surf évolue, forcément. En compétition aussi, c'est plus le même genre de style, figure, beaucoup plus radical, beaucoup plus aérien. Ça vous plaît ou pas cette évolution-là? On surfe l'air par moment. Je dirais qu'on surfe l'air. Moi, j'aimais bien la glisse, j'aimais bien les figures. Je dirais pour moi, un surf, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec la vague. Quand on passe au-dessus de la vague, bon, on dépasse la vague. Mais je dirais, vraiment, quand on était en harmonie avec la vague, je dirais Tom Curren, un Kelly Slater, un El Farah Taoutini de Tahiti, un Arsène Areoé,
mais c'était des gens qui avaient une glisse. Et d'ici, il y avait Jean-Loup Pépinel. Il y avait une glisse extraordinaire. On avait des biarros aussi qui surfaient très bien, de la grande, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, le Quicksilver Pro et Roxy Pro pour les filles, c'est, pour schématiser, c'est la deuxième division, on va dire, mondiale, Challenger Series. Il n'y a plus la place dans le CT. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de cette compétition ou pas? Non, je dirais absolument pas. Le circuit mondial il est nécessaire qu'il vienne ici en France. La France est un vecteur important, je dirais, pour les industries du surf. Donc les industries du surf ont y gagné et le sport lui-même a y gagné. Le circuit professionnel, il a nécessité de venir ici en France. Merci beaucoup Charles Puyot, une vie de surf très riche, vous en parlez très bien. Merci, à très bientôt, merci. Vous pensez, merci à vous. La protection des océans, un enjeu majeur, notamment pour les surfeurs professionnels. L'association Surfrider a lancé en Aquitaine un vaste projet expérimental baptisé Curl pour en mesurer concrètement les effets pour les surfeurs et les baigneurs. Regardez. Une plage distinguée, au-dessus de tout soupçon. 3 étoiles, année après année. Le label Pavillon Bleu est devenu un élément marketing pour les communes du littoral. Mais l'eau est-elle si pure ? Le surf, sport nature par excellence, est-il si bon pour la santé? Les surfeurs, eux, en sont persuadés. Ils évoluent dans un environnement sain, pollué très ponctuellement. Oui, parce que ça peut arriver, bien sûr, mais non, parce que normalement, il y a la réglementation qui impose aux collectivités, aux industries de ne pas rejeter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas sensibilisé du tout sur ces questions-là, mais je trouve effectivement, moi j'ai l'impression que c'est un environnement qui est plutôt sain. Quand je vais dans l'eau, j'ai l'impression que l'eau est propre. Mais bon, je me rince quand même tout de suite après. Ces petites bulles ne sont pourtant pas composées que de molécules d'eau et d'air. Ces capteurs, conservés au frais à terre, vont être immergés le temps de la session d'Adrien et de quelques autres surfeurs sur la côte atlantique et méditerranéenne. Au total, ils y passeront une centaine d'heures, soit l'équivalent de 6 mois de pratique en moyenne pour un surfeur. Je passe entre 1 à 2 heures dans l'eau tous les 3 jours. Et donc c'est intéressant pour le projet Curl parce que ça permet de récolter de la donnée. Tous les polluants passeront au crible de cette étude menée par Surfrider Foundation Europe, la seule à se mettre au niveau du baigneur, du plongeur, du surfeur. On sait qu'il y a la trace de métaux lourds, on sait que ça peut être le cadmium, le plomb et ces choses-là, et également d'autres pollutions organiques. Les hydrocarbures, on va chercher tout ce qui est phtalate aussi, les produits d'entretien, les cosmétiques et également les substances médicamenteuses. L'idée là, c'est de cartographier à l'échelle d'un usager, d'un pratiquant d'activité nautique, donc là en l'occurrence un surfeur, voir si lui, sur l'ensemble de sa pratique, sur les 6 mois en gros de pratique, il est exposé et à quel type de substance il est exposé. À quels polluants et à quelle concentration les individus sont-ils exposés ? Ce laboratoire de Nantes sera chargé de le quantifier et de mesurer leurs risques pour la santé. On peut retrouver dans le milieu de nombreuses molécules, de nombreux cocktails qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé de l'homme. Donc on entend beaucoup parler des perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi dans le milieu des substances qui sont génotoxiques, cancérogènes. Si l'étude est concluante, elle sera étendue à toute l'Europe. Les premiers résultats, connus à la fin de l'année, pourraient bien faire tomber quelques illusions. Cette plage des Cunuts à Hossegor est un spot mondialement connu. C'est aussi le jardin de Didier Peter, l'ancien quadruple champion d'Europe, demi-finaliste du Pipe Master au début du XXIe siècle, est devenu aujourd'hui l'un des entraîneurs les plus réputés du circuit. Bonjour Didier Peter. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hossegor Surf Center, c'est une véritable structure d'entraînement vers le haut niveau. Le surfeur doit devenir vague, le surfeur doit être attraper l'instant pour être le meilleur en fait. Et du coup, donc, lui dans les vagues, avec tout ce que ça comporte comme le changement, le positionnement, il y a plusieurs styles de séries, plusieurs styles de vagues qui passent, savoir filtrer, savoir anticiper. Après, il y a lui sur la vague, qui est l'utilisation de l'énergie de la vague. Une vague, elle s'offre à tout le monde sans distinction.
Et par contre, comment le surfeur va développer une relation intime avec elle, se placer, utiliser l'énergie, avoir les bons déclics au bon moment, tout ça c'est clé. Donc j'essaie de l'expliquer aussi avec la vidéo. Et finalement, on va dans le zoom complet qui est la technique, la gestuelle. Et en fait, la gestuelle, beaucoup de coachs vont direct à ça. Je pense que le plus important, c'est quand même la relation avec l'environnement. Et par contre, la technique vient c'est plus pour débloquer un truc qui pourrait empêcher cette relation. Voilà, je le vois comme ça. C'est assez poussé parce qu'il y a plein de mouvements que le surfeur fait. Il y a le haut du corps, le bas du corps, le regard. Et il faut essayer de coordonner tout ça dans le miroir de la vague, c'est-à-dire dans l'endroit idéal où il faudrait être à ce moment-là. Donc ça fait pas mal de choses à digérer pour un surfeur. Et donc le message doit être assez clair, assez simple. Vous avez montré de l'intérêt sur des vagues qui n'avaient pas d'intérêt. Et du coup, Sam, à un moment, tu pars sur une, là, tu fais un roller, tu sors, tu prends la série dans la tronche. C'est ça qu'il fallait attendre. C'est comme ça qu'il faut surfer, prendre beaucoup de speed et faire un turn complet. Vous êtes quel type d'entraîneur en fait? En gardant à l'esprit que vous avez été à très haut niveau aussi et que vous pouvez insister sur des détails, sur tout ça. Moi, je suis un entraîneur qui essaie d'entraîner en disant je t'aime à l'athlète. En lui donnant confiance, en sachant que c'est pas facile tout le temps parce qu'il y a des frustrations. Mais c'est un sport où on n'avance pas très vite. Et il faut aussi mettre le surfeur, on n'est pas avec lui, quoi. C'est le rendre autonome et l'auteur de lui-même, en fait, l'auteur de sa performance. Donc je dirais que je suis un coach assez cool, mais en étant exigeant moi-même et en essayant d'être très précis sur les points clés, de façon à ce que chacun monte d'un étage. Et je me mets à la place de chaque surfeur que je coach. Du moment qu'un surfeur est autonome et qui vient me voir, je suis vraiment passionné par essayer de trouver le truc qui va le faire avancer. Jusqu'au très haut niveau, voilà. Le haut niveau, il a changé aujourd'hui par rapport à votre époque? Oui. Et en quoi il a changé en fait? Le niveau a changé dans le fait que le surf est devenu spectaculaire, très engagé. On ne peut plus se contenter de surfer une belle vague sans faire un moment très fort dans cette vague, un moment engagé et spectaculaire. Donc j'essaie de diriger les surfeurs vers cette voie-là, en sachant que la manière dont je pense maintenant, il faut que je pense comment ça sera dans 10 ans, parce que j'essaie d'entraîner des surfeurs qui voudraient être au top dans les années qui viennent. Les surfeurs vont de plus en plus pousser des manœuvres comme inspirées du skateboard, du snowboard, et il faut essayer d'anticiper tout en gardant bien sûr la relation surfeur-vague, savoir être en synergie avec elle et pas forcer les choses. Est-ce que c'est une évolution qui vous plaît ou pas? J'adore. Moi j'ai été un surfeur, j'aurais aimé qu'on me dise vers où il faut aller, sur quoi anticiper quand j'étais dans ma jeune carrière. Et voilà, il n'y avait pas trop de coaching poussé à mon époque, mais moi j'adore. Voilà. À votre époque, alors on se souvient de vous, quadruple champion d'Europe, vous avez été plusieurs fois champion de France. On se souvient d'une série à la cano contre Kelly Slater, même au Pikemeister à Hawaï, vous étiez en demi-finale. Oui. Qu'est-ce que vous regardez de votre carrière en fait? C'est des résultats ou une expérience globale, générale, en se disant j'ai fait de ma passion mon métier et c'est toujours le cas aujourd'hui? En fait, au final, le surf, c'est complètement ma vie. J'ai pu vivre et je peux encore vivre aujourd'hui cette passion, cette relation avec l'océan. Je ne retiens pas de résultats particuliers. Je retiens une certaine fierté d'avoir atteint certains objectifs. Par exemple, dans les vagues tubulaires, d'avoir pu être invité, reconnu comme surfeur qui peut être invité au Pipeline Master, c'était quelque chose pour moi. Et d'avoir pu aller au bout de ses rêves, là, de pouvoir dompter ses vagues et finalement sentir qu'on est un surfeur complet, quoi. Et en plus, c'est une grande fierté de pouvoir donner ces petits trucs d'expérience, pouvoir les transmettre, je pense que c'est hyper important aussi. Merci beaucoup Didier Peter d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation évidemment sur les vagues de l'Atlantique et même de la planète en général. Merci. Merci à vous. Le surf, source d'inspiration infinie pour le cinéma, la musique et la littérature. À Biscarrosse, Fabrice Collat en a fait un roman. Son nom, Surf Trip Fatal, des lignes aux vagues ou des vagues aux lignes, découverte. Du surf depuis l'âge de 15 ans, Fabrice Collat a grandi sur les plages de Biscarrosse, surfeur dans l'âme
il est écrivain depuis peu. À 57 ans, il sort son premier livre, un livre alliant passion et expérience. C'est un roman un peu policier avec une intrigue, mais il y a certains personnages ou certains passages dont je me suis inspiré à travers ce que moi j'ai vécu ou ce que j'ai vécu à travers d'autres ou que j'ai lu ou que j'ai observé pendant ma longue carrière de surfeur. Surf Trip Fatal nous plonge dans les années 70 à la découverte du surf, de la musique et de l'Indonésie, lieu de l'intrigue. On est reparti à la plage. J'avais dans la tête ces images de gars musclés et bronzés qui filaient à travers l'écume. C'est décidé, je serai un surfeur. Beaucoup de voyages et de moments de réflexion, ce livre est l'histoire d'un adolescent à la recherche d'une vérité, celle de la disparition de son frère. Il a fallu 2 ans à Fabrice pour terminer ce roman. En 2020, je suis retourné en Indonésie et puis là, j'ai eu un petit peu comme une sorte de déclic. Et au retour du voyage, on s'est retrouvés en confinement, le premier confinement. Donc j'ai eu du temps pour coucher la fin de l'histoire, arriver au bout et arriver à un résultat qui me convenait. Si Fabrice n'a prévu aucune suite à son livre, sa passion pour le surf, elle, sera à tout jamais un équilibre à sa vie. Dans la rubrique A360, gros plan sur le wave ski surfing, où quand avec une planche, tout est possible. Salut tout le monde, moi c'est Pablo Arwais, je suis de Lacanau, je suis prof de wave ski et coach à l'international. Avec mon pote Cyril, aujourd'hui on va vous faire découvrir un petit sport assez méconnu, le wave ski surfing. Voilà, on est sur la plage de Lacanau et il y a des petites conditions sympas, il y a des petits bancs de sable au large qui fonctionnent bien. Donc on espère toper quelques petites vagues pour vous faire une petite présentation assez cool de notre sport préféré. Voilà, c'est parti. Bon voilà, comme dans n'importe quel sport à l'océan, faut trouver le bon endroit où il y a un petit courant pour passer au large tranquille. Donc voilà, en wave ski, on va être accroché sur la planche, assis par une ceinture ventrale. C'est un système un peu comme les ceintures d'avion. Ça va être très facile à défaire si on en a besoin. Quand c'est des mousses, jusqu'à quand même une bonne taille, on va pouvoir les passer par-dessus. Des fois, il y a vraiment un gros canard à faire. On se met à l'envers, on attend que ça passe. Et on esquimote. Comme c'est le mouvement pour se remettre à l'endroit avec la pagaie. Et ça, c'est l'esquimotage. Ça vient à la base du peuple esquimau qui ont inventé le kayak. Eux, c'était pour pas mourir au milieu des glaciers. Nous, c'est juste histoire de rester sur la planche le plus longtemps possible. Allez, c'est parti. Ça glisse, petit 3-6, petite marche arrière, voilà, tranquille. Je vais faire ça longtemps. Ah, ça ne reconnecte pas, dommage. Un des gros avantages avec le wave ski, c'est qu'avec la pagaie double, on va être très mobile sur un spot. Et on va pouvoir remonter très vite. On pousse ça avant, allez. Allez, là on va aller mettre un petit turn. Voilà, tranquille. Kick back. Yes. Allez, viens, viens, viens. Allez, tout seul. Petit roller. Là, elle est belle. Voilà. Là, on se place, petit virage.
c'est la fin de ce numéro d'Olatua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois, début décembre. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.